Bonjour, bienvenue à tous pour cette émission spéciale Maroc en direct du salon Classe Export, sur lequel on est sur le troisième volet, sur lequel on va parler d'implantation. Donc on a parlé jusqu'à maintenant du Maroc, des opportunités, de la pratique des affaires au Maroc. Et on va en venir maintenant à l'implantation, puisqu'on a évoqué avec Jean-Louis Guigou en introduction de ces émissions, de cette série d'émissions, toute l'importance d'arriver à faire de la coproduction au Maroc. On va en reparler un petit peu maintenant. Alors, je vais déjà m'adresser à l'avocat, donc à Sylvain Lasserre. Vous êtes avocat, vous êtes du cabinet Ajury. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu, non pas de droit comparé, mais de nous donner un minimum de notions de comment on s'implante au Maroc? Est-ce que juridiquement, on est sur le même cadre que le cadre français? Déjà, merci de m'avoir invité à cet événement. C'est toujours un plaisir de revenir en France et en particulier à Lyon où j'ai un certain nombre d'attaches. Donc déjà, merci beaucoup. Et puis tout à l'heure, monsieur parlait de l'amour du Maroc. Et moi, je suis au Maroc depuis 1997. J'ai vraiment connu toute l'évolution du Maroc, du changement de roi jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi, le Maroc est un pays passionnant qui va vraiment de l'avant. Donc je fais effectivement ici à titre personnel la promotion du Maroc. Alors au-delà de ça, on va être un petit peu plus concret sur les aspects juridiques. Avant d'intervenir sur l'aspect effectivement création, je voudrais juste rappeler que le cadre juridique des affaires en fait était né avec le protectorat. Il a évolué, s'est modernisé suite à la signature des accords de l'OMC à Marrakech en 1994, dans le cadre aussi des relations avec l'Union européenne. Donc ça, c'était le point de départ d'une modernisation du cadre juridique des affaires. Alors, s'implanter au Maroc, mais effectivement, c'est comme les choses se passent en France. Sans rentrer dans les détails, vous avez deux types de sociétés principales qui sont les SARL et les sociétés anonymes. Vous avez également un guichet unique via le Centre régional d'investissement qui sert effectivement de one shop auprès desquels on dépose notamment les statuts. Donc c'est facile de créer une société au Maroc? Alors c'est facile sur le papier. Après, il y a toujours un certain temps. Donc, comme on est entre la France et le Maroc, il faut déjà identifier une banque auprès de laquelle, effectivement, on va déposer son capital. Alors, l'intérêt, effectivement, de la France, c'est qu'il y a beaucoup de banques françaises qui ont des filiales au Maroc. Donc, ça, c'est déjà un point concret important. Ça facilite la chose. Après, vous signez les statuts. Donc, il y a le temps de l'aller-retour entre le conseil et puis son client pour finaliser les statuts. Surtout après, si vous avez éventuellement différents partenaires. Donc, ça fait un petit peu le tour de tout le monde. Alors ça, ce délai-là, il est entre les mains du client. Une fois que tout est signé, que le capital ait bien été déposé en banque, on dépose le dossier auprès du Centre régional d'investissement qui donne lieu à un rendez-vous par Internet. Donc le rendez-vous peut être en 1 semaine et 15 jours. On a connu 15 jours, donc ça, c'est un délai qu'on ne maîtrise pas. Et généralement, lorsqu'on dépose le dossier, on fait en sorte que le dossier soit complet. Et le délai, moi, généralement, c'est plutôt une semaine. On a connu effectivement également 2 semaines. Alors, c'est assez balisé. Est-ce que je peux être majoritaire, moi, chef d'entreprise français, au Maroc, ou est-ce qu'il faut est-ce que je peux maîtriser 51% du capital? Aujourd'hui, on est sorti effectivement de la marocanisation, donc tous les secteurs d'activité sont ouverts. Le dernier en date était également dans l'aéronautique. Aujourd'hui, il doit y avoir 2 secteurs, l'agriculture où effectivement il faut encore, la majorité doit appartenir à une entreprise marocaine ou une personne de nationalité marocaine, et puis je crois aussi dans le domaine de la défense nationale. Sinon, tous les autres secteurs sont ouverts, quelle que soit la nationalité. Un point important également sur la partie implantation, il y a également la réglementation des changes. Alors, ce n'est plus une contrainte puisqu'aujourd'hui les investissements sont libres. Il suffit juste de faire un compte-rendu d'investissement auprès de l'Office d'échange à Rabat. L'intérêt effectivement de faire ce compte-rendu, c'est qu'il permet de rapatrier librement les plus-values de cession, les dividendes, sous réserve non seulement qu'on ait fait ce compte-rendu d'investissement, mais qu'on ait fait l'investissement en devise. Donc, ce qui veut dire que donc, tout ce qu'on investit, on pourra le rapatrier de façon libre. Alors, après paiement des impôts, bien sûr, sur place. Oui, bien entendu. Le cadre fiscal, en 2 mots? Le cadre fiscal, il est à l'image du cadre français. Vous avez un impôt sur les sociétés, aujourd'hui de 30%, sauf pour les établissements financiers, qui est de mémoire de 37,5%. Vous avez également un IGR, un barème proportionnel, donc où là, par contre, on monte très rapidement dans les tranches. Vous avez la taxe professionnelle, et puis après, également
la TVA et puis la fiscalité locale sur laquelle je passe. Driss Alaloui, vous êtes vous expert en création d'entreprises, hein, vous accompagnez des entrepreneurs alors des deux côtés, ou entrepreneurs français à s'implanter au Maroc, ou est-ce aussi marocains à créer leur entreprise? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Donc, c'est toujours un grand plaisir de venir faire un témoignage sur la création d'entreprise. En effet, aujourd'hui, j'interviens dans le cadre d'un programme qui s'appelle Maghreb Entrepreneur, et dont l'objectif principal, c'est de favoriser l'investissement dans le pays, au Maroc. C'est-à-dire accompagner des porteurs de projets, des investisseurs, pour créer une entreprise au Maroc. Alors, quels sont les problèmes que vous voyez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent évidentes à nous dire, sur lesquelles, attention, là, il faut faire attention, on ne peut pas y aller aussi facilement? En tant qu'expert de la création d'entreprise, je pense aujourd'hui que la première chose, c'est qu'il faut avoir un projet et une bonne préparation en amont, et être entouré avec les meilleurs conseillers pour pouvoir aller chercher un financement et s'implanter. On ne peut pas aller dans un pays, que ce soit le Maroc ou ailleurs, et dire je veux créer une entreprise comme ça à l'aveuglette. Il faut quand même qu'il y ait une préparation en amont, il faut un projet solide avec des objectifs, avec une stratégie à moyen. Non, c'est pas un coup de tête, donc c'est quelque chose qui doit se réfléchir. Non, qui doit se réfléchir. Je pense, après une vingtaine d'années dans ce domaine-là, en France, aujourd'hui, la création d'entreprise est bien fléchée. Au Maroc, ça a commencé depuis quelques années maintenant, donc les étapes et ainsi de suite. On a des guichets uniques, comme ça vient d'être appelé. La fiscalité est un peu plus claire au Maroc. Il y a des zones spéciales au Maroc qui permettent de s'implanter plus facilement. Au Maroc, il y a des zones offshore, il y a aussi des zones franches, dans lesquelles l'entreprise peut bénéficier d'exonération fiscale, d'exonération sur les charges sociales quand il y a création d'emplois, comme les zones franches ici en France. Ça veut dire qu'il y a des zones franches dans lesquelles il y a des exonérations d'une manière dégressive. Oussama voulait dire quelque chose. Oui, je voulais... Oussama Alaloui, donc vous êtes... Oussama Loukili. Loukili, pardon, excusez-moi. Je suis vice-président du Forum. Voilà. Je voulais juste rajouter une chose par rapport à l'agriculture. Tout à l'heure, vous avez dit que quand on est français, on ne peut pas investir dans l'agriculture, on ne peut pas être majoritaire, mais il y a une possibilité d'être majoritaire en passant par une société de loi marocaine, et on peut acheter un terrain, on peut, par le biais de la société qui peut être propriétaire, ou dans cette société, on peut être majoritaire, on peut même être, comment dirais-je, associé. Bon. Un autre élément, précisément, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect juridique, c'est aujourd'hui au Maroc, la loi sur l'auto-entrepreneur est passée. Dans la loi de finances, il y est déjà programmé, et à partir de 2015, la loi sur l'auto-entrepreneur, avec des conditions de fiscalité très intéressantes, avec des facilités à créer son activité ou son entreprise en auto-entrepreneur, qui aussi facilite et qui encourage les personnes à investir au Maroc en auto-entrepreneur. Je propose qu'on demande à un entrepreneur un peu son témoignage. Donc Laurent Fiard, vous dirigez un groupe qui est dans le domaine des nouvelles technologies, qui est implanté au Maroc depuis combien de temps? Alors l'implantation effective est depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Donc le groupe s'appelle Visiative. Vous êtes une ETI française cotée en bourse au second marché. Récemment, oui. Récemment, depuis le mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Mais mois de mai. Mois de mai, vous voyez, je n'étais pas très loin. Donc là, c'est une implantation que vous avez réfléchi quand même depuis un bon moment. Alors, retour d'expérience. C'est difficile, c'est facile. L'histoire, donc on est passé du progressif à l'intensif. Donc on a appris à connaître le Maroc au travers de la première étape de nos clients qui s'implantaient au Maroc. Donc Visiative est un accélérateur de la transformation numérique des entreprises. Donc tout d'abord pour les accompagner dans leur système d'information et dans cette transformation numérique. Donc première étape, accompagnement de nos clients PME. Visiative, c'est 9000 PME clientes sur le marché marocain. On a appris à connaître le Maroc aussi grâce à une personne qui est dans le groupe depuis 15 ans, qui a la double nationalité, qui a accepté le challenge de développer la structure commerciale au Maroc pour
développer le business local. Donc le secret de votre succès, en gros, c'est aussi partie de cette personne, si je comprends bien. C'est l'opportunité d'une personne qui souhaitait prendre ce challenge et qui a bien identifié la croissance et la dynamique de ce pays autour du numérique et les opportunités de transformation numérique. Donc deuxième étape, une étape de démarche locale, de pénétration du marché au travers maintenant de plus d'une centaine de clients au Maroc. Troisième étape, dans l'accompagnement de nos clients marocains, nous avons commencé à investir dans les ressources qualifiées capables d'accompagner nos projets au Maroc, ce qui a donné naissance aujourd'hui dans une dynamique d'offshoring et de nearshore à une activité complètement nearshoring, donc où on a une cinquantaine d'ingénieurs qui accompagnent la stratégie de croissance du groupe, donc avec un système assez intégré en termes de process pour d'une part dynamiser nos innovations et d'autre part pour accompagner nos clients internationaux dans les développements de la transformation numérique. Alors, et enfin on arrive au quatrième étage de la fusée qui est pour nous aujourd'hui le véritable tremplin pour l'Afrique subsaharienne. Alors, en partage d'expérience, d'abord, quelles sont les difficultés que vous avez eues un peu sur le marché? Est-ce que tout se passe idéalement dans le meilleur des mondes ou est-ce qu'il y a quand même un peu un parcours du combattant? Généralement, quand on s'implante à l'étranger, du combattant. Donc, on a été quand même relativement accompagné par les dynamiques locales et par l'écosystème du numérique en local. Donc, ça me paraît être un élément essentiel. D'autre part, dans un environnement qui est Casa Nearshore, qui est un environnement d'accompagnement fort, hein, c'est 300 000 mètres carrés, c'est plus d'une centaine d'entreprises, dont la moitié sont des entreprises françaises, avec des grandes entreprises françaises comme Capgemini, etc., donc une certaine industrialisation de la localisation sur le marché marocain, donc fort accompagnement. Bon, après, c'est vrai que quelques soucis juridiques de création de filiales, quelques soucis concernant le business qui sont des soucis de recouvrement, quelques engagements de l'État sur des subventions qui tardent à venir. Donc, il ne faut pas être pressé. On est dans l'investissement et dans la dynamique d'un produit. Du point de vue ressources humaines, c'est la même façon de gérer les ressources humaines qu'en France, ou est-ce qu'il y a une vraie différence? Alors, nous, on s'est attaché à en faire un vrai projet d'équipe, comme on le fait en France. Hein. Le capital humain est au cœur de la stratégie du groupe Visiative. Donc, le fait qu'une personne qui vient de la culture de Visiative et qui soit à double nationalité transpire ses valeurs au niveau local, ça crée aujourd'hui une jolie équipe, une équipe dynamique qui a envie de participer à la croissance du groupe Visiative et non pas simplement à la croissance de la filiale marocaine. Ouais, donc il y a une vraie entité de groupe que vous avez construit un peu en forme. Jean-Luc Guigou, alors ce qui est intéressant dans ce qu'il disait, c'est que là on a une vraie dynamique de filière. Alors je ne sais pas à quel point le rôle de structurant des clusters peut être... Laurent a d'ailleurs été président d'un cluster, du cluster Edit pendant quelques années. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est modélisable à votre avis? Tout à fait. Les grappes d'entreprises qui se regroupent dans des espaces bénéficient d'économies externes, c'est-à-dire d'une dynamique, d'un environnement, de structure administrative. Si l'entreprise est complètement isolée dans la banlieue de Casablanca, à Marrakech, n'importe où, à Tafraout, elle va souffrir. Alors que si elle est inscrite dans un cluster et une technopole, alors il y a une dynamique très forte. Casa Nearshore, dans son cas, oui. Tout à fait. C'est un facteur clé de succès. Hein. C'est-à-dire que l'écosystème existant qui permet justement la dynamique d'implantation. Nous, alors, dans cette perspective, nous avons réalisé une étude IPMED sur tous les clusters d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc. Et que nous demandent les responsables des clusters d'Afrique du Nord sur l'eau, l'énergie, la santé, c'est de venir coopérer avec des clusters en Rhône-Alpes, en PACA et dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a matière à fertiliser ça. Voilà. Et si vous permettez, donc, cette histoire de cluster me paraît très importante. Et la deuxième chose, même si vous ne posez pas la question, je fais comme si vous me la posiez, une deuxième condition du succès. Je vais la chercher dans la stratégie des Allemands qui, après avoir fait le plein à l'Est,
sont en train de descendre en Afrique du Nord et notamment ils sont déjà à 600 entreprises en Tunisie. Que font-ils? Lorsqu'une entreprise allemande décide de s'implanter en Tunisie, la première chose et la seule chose qu'ils font, ils envoient un cadre qui pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il faut, passe son temps à trouver le partenaire. Et tant qu'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'investissement. Parce que alors, le partenaire tunisien, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui fait tout le travail. Et ce partenaire, c'est important. 50% pour toi, 50% pour moi. C'est de la colocalisation. Exactement. Dont on parle beaucoup, dont vous êtes d'ailleurs un des chantres finalement. Voilà. Non mais c'est vrai. Vous êtes d'accord? Entièrement d'accord. On va demander à Lionel Pinelli aussi son avis. Oui, oui. Alors vous êtes chef d'entreprise aussi implanté sur place. Vous avez des centres commerciaux, hein, c'est ça? Des centres commerciaux, oui, tout à fait. Alors comment ça s'est passé pour vous pour votre investissement? Vous êtes au Maroc depuis 5 ans. Ils sont où vos centres commerciaux d'abord? On construit le premier sur Tanger. Après, ce sera à Meknes, à Laayoune et Oujda. Et c'est quoi le concept? En gros, c'est un centre commercial. C'est un centre commercial pour les petits commerces avec une attraction d'art et de culture de façon à attirer les gens, à faire différemment un peu des autres, avec des expositions, avec des crèches socio-éducatives, etc. Et on veut avoir tous les petits commerçants de la ville qui viennent dans un mall qui est structuré avec avec toutes les possibilités que ça peut offrir. Vous sortez les petits commerces du souk, quoi, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est très, très important parce que ça permet de légaliser le commerce, parce qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de commerce informel. Et là, le gouvernement veut absolument de rentrer dans la formel. formalité. Voilà, tout à fait. Bon, alors vous, votre expérience, ça s'est passé comment ou ça se passe comment? Ça se passe que j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui dirige un groupe marocain avec qui je travaille. Et je pense que la clé du succès, c'est de travailler avec des Marocains. Hein. Et de travailler avec. Ah, ça, alors, on vient de le dire, Et de bien penser qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a une culture différente, qu'il faut analyser. Il faut bien calculer le fait qu'on va rentrer dans une culture différente et qu'il faut s'adapter et que c'est facile, mais il faut vraiment le faire. Moi, je peux rajouter un mot par rapport à ce que tu viens de dire. Travailler avec un partenaire marocain, mais donner un sens au partenariat, ça veut dire gagnant-gagnant. Bien sûr. C'est pas je viens, j'ai l'argent, je suis l'investisseur et toi tu travailles. Non, là c'était le contraire. Voilà. Donc, et c'est bien que tu as cité cet exemple. C'est vraiment travailler ensemble. Et c'est indispensable. Oui, voilà. Si je peux me permettre. Parce que je dois revenir sur une question tout à l'heure, vous m'avez dit est-ce qu'il y a des difficultés? Les difficultés, elles existent un peu partout, même ici en France, même si la création d'entreprises a été démocratisée, même si ça a été bien fléché, il y a toujours ce qui revient par rapport au Maroc, c'est la lourdeur administrative, l'accès au financement. Mais ce qui est réjouissant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de centres qui ont été créés, comme l'ANAPEC, comme les centres régionaux d'investissement et l'ANPME, qui est l'agence pour la création de la petite entreprise. Et ce qui me permet de dire aussi que le dispositif qu'on vient de lancer, qui s'appelle Maghreb Entrepreneur, un des objectifs qu'on s'est fixés, c'est comment accompagner un Marocain installé en France à investir dans le pays d'origine dans de bonnes conditions, un accompagnement ici et là-bas. Alors, quand même, il faut dire la vérité. Hein. Bien il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui trouvent que les arcanes de l'administration marocaine ne sont pas non plus faciles à maîtriser. Mais l'inverse est vrai. Hein. Oui, bah, moi, je peux en témoigner. Ça fait des années que je fais du conseil d'accompagnement d'entreprise en France. Et je peux vous dire que malgré le fait qu'on a accès aux informations, on a accès à plein de choses, il y a les experts comptables, il y a les avocats, ça reste toujours compliqué. Mais ça reste compliqué, mais ce n'est pas les mêmes complications. Pendant que Khadija nous rejoint, Monsieur Guigou, à Sousse, vous organisez quelque chose le 4 décembre. Oui. Je voulais vous... De l'IPMED, hein, je vous rappelle que vous êtes délégué général de l'IPMED. Oui, le 4 décembre à Sousse,
plus exactement le 5 et le 6, se réunissent à Sousse entre 800 et 1000 chefs d'entreprise arabes. C'est l'Institut arabe des chefs d'entreprise, l'IACE. 1000 chefs d'entreprise. Vous avez des Égyptiens, des Marocains, des Mauritaniens, des Algériens. Une bonne occasion de faire du réseautage. Exactement. C'est énorme. Et IPMED, nous réunissons la veille, le 4 décembre. Je vous invite à venir parce que nous allons révéler 8 monographies de coproduction et à travers les comptes d'exploitation, on vérifie que quand une entreprise est en partenariat au nord et au sud, on crée des emplois au sud, on crée des emplois au nord, on gagne de l'argent au sud, on gagne de l'argent au nord. Donc si vous voulez venir à Sousse, je vous invite. Très bien. Merci, M. Guigou. Alors, Khadija, si je peux me permettre, là, donc vous dirigez l'antenne de la région Rhône-Alpes Erail au Maroc. Tout à fait. Alors, vous avez conçu un système un peu simple pour faciliter finalement l'implantation des entreprises françaises qui s'appelle Implantis, notre produit phare Implantis, qui est en fait une solution d'incubation avec plusieurs niveaux. Un premier niveau, domiciliation commerciale dans notre jargon Implantis léger, avec une solution d'une adresse postale, la possibilité d'occuper un bureau à l'occasion de vos passages dans le pays et bien sûr l'accompagnement et l'appui de nos équipes sur place. Nous avons également un produit Implantis à plein temps pour la solution VIE que nous mettons également en place. Volontaire international étranger, des jeunes Français. Des jeunes Français ou d'origine européenne qui partent pour les entreprises jusqu'à 24 mois et les aider dans leur développement commercial. Très bien. Et ça fonctionne, vous avez beaucoup Ça fonctionne très bien. Nous, sur notre incubateur, nous sommes à ce stade sur 3 VIE, 4 sociétés en Implantis et puis des solutions en Implantis commercial. Un incubateur, j'aime bien le mot parce que c'est vrai que pour développer du business, la notion d'incubateur est intéressante. Tout à fait. Je reviens vers vous, Sylvain. On a beaucoup parlé. Alors, est-ce que c'est le cas dans les entreprises que vous voyez? Donc, finalement, si j'en tire deux succès, 2 facteurs clés de succès. Donc, d'avoir un associé marocain. Est-ce que c'est le cas dans les entreprises que vous voyez? Ou est-ce que beaucoup le font j'allais dire from scratch, c'est-à-dire Greenfield. Ouais, je vais apporter un petit peu, faire le contradicteur, tout ce qui a été dit. Oui. Déjà, je vais apporter des compléments par rapport à ma première intervention, parce qu'on est rentré sur un certain niveau de détail, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que cet après-midi, on reviendra sur les aspects juridiques plus en profondeur. Mais on a un chef de parterre, du chef d'entreprise, donc il y a quand même des éléments qui doivent être portés à la connaissance par rapport à votre première question. Déjà, le Maroc a un réseau de relations bilatérales, notamment signé avec la France, notamment une convention fiscale de non-double imposition, de sécurité sociale, de protection aussi, de garantie des investissements. Donc on est déjà dans un cadre bilatéral protecteur. D'autres choses qu'une personne a évoqué, effectivement, la NAPEC. Un point que j'avais oublié, c'est lorsque vous êtes étranger, que vous voulez résider, avoir un contrat de travail au Maroc. Il y a effectivement une démarche à mener via la NAPEC et après via le ministère du Travail pour avoir un contrat de travail étranger d'une durée limitée d'1 an. Et puis ensuite, ça peut passer à plusieurs années en fonction d'un accord entre la France et le Maroc. Donc voilà, quelques points complémentaires que je voulais apporter par rapport à la construction de la société. Sur le point du partenaire étranger, moi, par rapport à mon expérience, j'ai vu finalement des entreprises françaises arriver effectivement sans partenaire. Par contre, elles avaient une connaissance parfaite du marché marocain. Donc ça implique quoi? Ça implique de faire de la prospection commerciale, de créer un réseau, de créer des contacts et prendre connaissance. Mais pas forcément effectivement avec un partenaire marocain. Maintenant, à l'inverse, je suis sur une opération où effectivement un partenaire va rentrer dans le capital d'une société non là, pas détenue forcément par un Français, mais une autre nationalité, justement dans un aspect de sécurisation et d'ouverture de portes. Les autres points que je voulais, moi, également apporter par rapport à mon expérience, c'est reprendre des points qui ont été dits par rapport à l'avantage du Maroc. Donc, il y a une proximité géographique, il y a la langue en commun, mais ces 2 éléments-là, une personne ne l'a dit tout à l'heure, ne sont pas forcément des gages de réussite, surtout la langue. Monsieur l'a très bien dit, il faut se méfier effectivement. On parle tous la même langue, enfin on parle la même langue, mais ça s'arrête ici. Après, on a une culture différente, donc il faut apprendre à décoder. Pour apprendre à décoder, ça ne s'apprend pas sur Internet. Il faut être au contact de personnes qui sont sur place, qui connaissent bien la culture, qui connaissent bien les entreprises, qui connaissent bien le système politique, qui connaissent bien les personnes influentes. Donc ça ne s'apprend pas. Allez
travailler à l'étranger, mais ça, je pense que vous le savez tous, y compris le Maroc, c'est prendre un risque. Donc il faut le maîtriser. Un autre avantage, par contre, effectivement, on a un climat politique stable. La révolution est passée par là, le Maroc l'a très bien maîtrisé. Sa Majesté le Roi, je pense, dans son discours du 9 avril, a parfaitement su gérer la situation. Et aujourd'hui, les choses avancent. On a une alternance politique, donc tout est calme. L'autre point, on a un cadre facilitateur pour les investissements étrangers. Donc là, j'ai balayé à grandes lignes, mais il faut aussi rappeler qu'on peut signer des conventions d'investissement avec l'État lorsqu'on a un projet, notamment de plus de 200 millions de dirhams, avec des avantages fiscaux et en matière de douane. C'est un cadre globalement qui est stable et qui est clair. L'avantage du Maroc aussi, ça c'est très important pour les investisseurs, c'est que le Maroc fait des réformes à petits pas, mais il n'y a jamais de marche en arrière. Je prends l'exemple en matière d'office d'échange, d'argumentation d'échange, on va de l'avant. L'objectif, c'est de se projeter vers la libéralisation totale. Et aujourd'hui, l'office d'échange avance sur ce point-là. Un autre exemple avec la réglementation d'échange, il y avait une multitude de circulaires, tout était codifié dans une seule instruction générale qui avance régulièrement. Donc le Maroc est un pays qui ne va jamais en arrière, mais qui effectivement va à son rythme. C'est un point qui est effectivement important. Les relations bilatérales, je l'ai mis en avant. Donc voilà un petit peu les points, donc les pour avantages vous, ce n'est pas principaux. forcément une nécessité Non. dans ce que vous voyez au quotidien. Toutefois, la pratique veut que quand même ça facilite un peu les choses. Ça facilite. Alors, sur un autre point, toujours dans cet esprit de partenariat, le 50-50, alors oui, ça peut faire rêver dans cet esprit, on va dire, d'ouverture, vers se projeter vers des activités. Par contre, là encore, d'un point de vue juridique, il faut être concret. Quand on est 50-50 dans un... C'est compliqué. C'est très compliqué, surtout quand il y a différents entre deux groupes d'actionnaires. Donc derrière, il faut faire un pacte d'actionnaires qui est capable de gérer la sortie d'un ou des deux actionnaires. Donc voilà, juste ce petit point juridique que j'ajouterais sur cet aspect-là. Oussama Lukili, on parlait tout à l'heure, vous parliez en tout cas de facilitation par rapport aux des fonds qui existent pour les Marocains étrangers qui créent des entreprises. Globalement, les dispositifs d'appui à la création sont importants. Et il y a des fonds d'investissement littéralement pour ce genre de choses. Bien sûr. Là, tout à l'heure, on a parlé des MRE, des Marocains résidant à l'étranger. Il y a le fonds MRE Invest, là où il y a, par exemple, si un MRE souhaite, un Marocain résidant à l'étranger souhaite créer une entreprise avec un chef d'entreprise français. Bien sûr, ça aussi, c'est possible d'être associés. Ils peuvent bénéficier jusqu'à 10% d'apport du gouvernement marocain avec 10% d'apport des investisseurs et 80% peuvent être, comment dirais-je, garantis s'il y a des prêts à la banque par un fonds de garantie, ce qu'on appelle le fonds MDM, le fonds des Marocains du monde. Et bien sûr, au niveau c'est-à-dire de l'investissement sur place, il y a d'autres fonds de garantie qui existent et qui peuvent accompagner les investisseurs. Juste un élément dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est le rôle des collectivités locales et territoriales françaises dans l'accompagnement de ces démarches. Aussi, le rôle des collectivités locales marocaines pour, c'est-à-dire drainer cet investissement et accompagner cet investissement. Et au niveau de toutes les collectivités locales, que ce soit communautés urbaines en France ou régions, il y a, dans le cadre de la coopération décentralisée, des accords de coopération, oui, très importants. Voilà, des opérations. En Rhône-Alpes particulièrement. Bien sûr, très importantes sur l'accompagnement des investisseurs français au Maroc. Vous voulez dire quelque chose ? Je voulais juste dire un mot seconde. par rapport à ce dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise qui est financé par l'Agence de développement française et puis le ministère des Marocains à l'étranger. Donc je lance un appel à toutes les personnes qui sont intéressées par un accompagnement de s'adresser au représentant de Planète Finance, M. Youssef Belloul, qui prendra les coordonnées de chacun et puis chaque personne recevra un dossier pour commencer l'accompagnement. Un dernier mot sur les programmes marocains sur les jeunes. Aujourd'hui, ce que je peux dire aux investisseurs français qui désirent travailler au Maroc, c'est de se rapprocher vers un certain nombre de programmes en tant qu'entreprise citoyenne et de bénéficier aussi d'un accompagnement des jeunes. Il y a le programme de la stratégie nationale intégrée de la jeunesse financé par la Banque mondiale. Il y a beaucoup de programmes, hein, voilà, effectivement. Donc il faut se renseigner sur ce type de programme. Et sur Internet, il y a toutes les informations nécessaires pour ça. Le mot de la fin, Jean-Louis Guigou, puisque quelque part vous êtes un fin observateur de tous les pays du Maghreb, donc la richesse, ce ne serait pas effectivement la diaspora marocaine ici, présente en France.
ou inversement, d'ailleurs, aux entreprises françaises, il y a une fertilisation qui est quand même remarquable. Il faut savoir tirer avantage des Maghrébins biculturels. Driss Alaoui a la double nationalité, son copain aussi. Et madame, enfin, c'est énorme. Nous avons 4 millions de Maghrébins sur le territoire national et nous ne savons pas les utiliser. Or, il y a un grand nombre d'entre eux qui ne sont plus dans un statut de salariés, mais ce sont des patrons. Des patrons, des avocats, des médecins, des docteurs. Ils ont acquis une notoriété dans leur domaine. Et ce sont les meilleurs ambassadeurs pour aller sur le terrain, trouver des solutions. Vraiment utiliser, surtout, excusez-moi de dire ceci, c'est que on m'a montré une statistique comme quoi la région Rhône-Alpes est la région de France où il y a le plus grand nombre de binationaux qui sont dans le statut d'entrepreneur. Ah oui. C'est une richesse folle. Donc utilisons finalement nos richesses locales pour aller aussi faire progresser. Alors, c'est amusant ce que vous dites parce que j'en parlais il n'y a pas 15 jours avec Mathias Feckel, notre nouveau secrétaire d'État au commerce extérieur, qui lui est binational, franco-allemand en l'occurrence, et pas franco-marocain, et sur lequel il disait effectivement la même chose. On est dans un mode aujourd'hui de travail beaucoup plus collaboratif, hein, et les diasporas de nos deux pays peuvent nous aider à nous développer. Merci à vous tous pour ces échanges. Je pense que je ne sais pas si ça vous donnait envie de vous développer au Maroc, mais en tout cas, on a essayé de faire en sorte de vous en donner quelques clés. À très bientôt sur les antennes de TLM.